Très bien, je vais vous parler aujourd'hui de notre entreprise, NetGuardian. C'est de l'intelligence artificielle que nous avons développée pour lutter contre la fraude bancaire. Mais avant ça, peut-être, j'aimerais vous mentionner un nombre. 4 000 milliards de dollars. 4 000 milliards de dollars. C'est difficile de se représenter un nombre comme ça. Il commence à y avoir un tout petit peu trop de zéros pour que ça fasse appel à quoi que ce soit en termes de notions qu'on pourrait connaître, en termes de chiffres. Donc je vais essayer de vous aider à vous représenter ce chiffre. Un premier exemple que j'aimerais vous donner, c'est cette voiture. C'est une Ferrari, la Ferrari. 4 000 milliards de dollars, ça représente 4 millions de voitures comme celle-ci. Cette Ferrari, la Ferrari, c'est la voiture Ferrari la plus chère jamais produite et la plus performante aussi. Ils en ont produit 500 exemplaires en tout et pour tout dans le monde. Avec 4 000 milliards de dollars, on peut en acheter 4 millions. Mais 4 000 milliards de dollars, c'est peut-être aussi autre chose. 4 000 milliards de dollars, c'est plus de 100 fois la capitalisation boursière totale mondiale d'une banque comme UBS. Avec 4 000 milliards de dollars, on peut acheter 100 fois UBS. Alors c'est quoi ce nombre, à votre avis ? Ce nombre, c'est le coût total à l'économie mondiale de la fraude en 2017. C'est extrêmement significatif. Alors bien sûr, c'est un nombre qu'il faut interpréter. C'est un nombre qui qualifie aussi bien, qui qualifie tous les types de fraudes en fait qui coûtent à l'économie. Donc aussi bien la fraude fiscale que la fraude bancaire, que la fraude à l'assurance, que la personne qui part sans payer après avoir fait le plein à une station-service. L'ensemble des pertes liées au vol, à quelque part, à l'économie en 2017. Et une part importante de ce montant, c'est la fraude bancaire. Quand les banques perdent leur argent ou perdent l'argent des clients, pas dû à la fraude interne ou la fraude externe. Et ce problème-là, le problème de la fraude bancaire, encore une fois, une part significative de ce montant, c'est le problème auquel on s'attaque chez NetGuardians. On est un éditeur logiciel suisse basé à Yverdon, littéralement à 50 mètres d'ici, j'ai traversé la route pour venir, et on a développé une solution Big Data Analytics qu'on déploie au sein des institutions financières pour ce grand use case, la prévention de la fraude bancaire. On déploie une intelligence artificielle qui analyse en temps réel l'ensemble des interactions entre les utilisateurs, donc les clients et les employés de la banque et le système d'information, pour détecter toute activité anormale, toute activité suspecte. Et ces activités suspectes, on est en capacité de les bloquer en temps réel et de bloquer la transaction financière avant que les fonds aient quitté la banque. Pour vous parler un tout petit peu plus de NetGuardian, je ne résiste pas à l'envie de vous montrer la timeline de création de l'entreprise. On est une boîte qui a été créée en 2008 ou en 2011. Ça dépend de la perspective que l'on prend. On a été fondé par deux anciens élèves de l'école d'ingénieurs ici à Yverdon, messieurs Joël Wintereg et Raphaël Maillot, qui en 2008 se sont mis à travailler sur leur idée, sur leur projet, sur NetGuardian. Mais la boîte en tant que telle n'a été fondée qu'en 2011. Je ne vais pas passer au travers de l'ensemble de ces jalons. Je voulais juste vous mentionner que lors de sa création, et ce jusqu'en 2014, NetGuardian, c'était une société qui éditait un outil d'audit technique des systèmes d'information. C'était de la sécurité technique, de la sécurité d'accès à l'information au sein de n'importe quelle institution finalement, au sein de n'importe quelle industrie. En 2014, suite à une levée de fonds assez importante, des gens très intéressants sont arrivés au bord de NetGuardian et ces gens-là ont dit vous êtes sur un marché drôlement concurrentiel, mais vous tenez quelque chose. Essayez de faire plutôt autre chose avec votre plateforme. Et si vous vous intéressiez plutôt à la fraude bancaire, et ils ont eu raison, on avait un vrai potentiel pour apporter quelque chose sur la fraude bancaire. Quand moi-même j'ai rejoint l'entreprise en 2015, on s'est mis à développer notre approche actuelle, qui est une approche éminemment basée sur l'intelligence artificielle et que j'aimerais vous présenter avec un petit peu plus de détails aujourd'hui. Et donc j'aimerais vous parler de notre histoire chez NetGuardian, par l'histoire de notre marché, et finalement vous faire comprendre pourquoi il nous était indispensable d'en venir à considérer le machine learning et l'intelligence artificielle pour être beaucoup plus efficace à la lutte contre la fraude bancaire. Un peu d'histoire alors. Au début des années 2000, la fraude existe bien sûr et les banques font des choses pour détecter les cas de fraude. Ils travaillent essentiellement avec le contrôle interne, l'audit interne et les audits externes. Aussi bien le contrôle interne que les auditeurs sont des gens qui viennent plusieurs fois par année faire de l'échantillonnage sur les données du système d'information, sur les transactions financières pour détecter des anomalies, pour voir s'il y a quelque chose de suspect qui se cacherait dans ces échantillons qu'on a mesurés ou qu'on a pris sur le système d'information. Alors bien évidemment, quand on recherche des fraudes en faisant de l'échantillonnage, il y a de grandes chances que beaucoup de cas passent au travers des mailles du filet.
Alors bien sûr, ce n'est pas les seules sécurités imaginées par les banques. Le système informatique opérationnel est truffé de sécurités de toutes sortes qui préviennent les cas les plus gros. Et aussi, au début des années 2000, les banques ont assez massivement déployé de la business intelligence, des départements analytiques. Et un des grands use cases pour ces rapports BI était bien sûr des rapports qui cherchaient à relever les cas potentiels de fraude. Est-ce que ça marche bien, tout ça, à votre avis? En fait, non, ça marche extrêmement mal et énormément de cas passent au travers. Mais on est au début des années 2000, les subprimes ne sont pas passés par là, la crise de la dette souveraine des pays du sud de l'Europe n'est pas passée par là, les banques font énormément d'argent et les marges sont extrêmement larges. Est-ce que la fraude est considérée comme un problème? Oui, bien sûr. Mais d'une manière générale, les banquiers, à l'instar de notre ami là à l'écran, sont des gens plutôt contents et ne se soucient pas plus qu'il ne le faudrait de ce problème. Mais la situation change. Et dans la deuxième moitié des années 2000, les cybercriminels, ou les fraudeurs, si on pense à la fraude interne, se sont industrialisés, se sont organisés. Et les attaques sont devenues de plus en plus professionnelles, de plus en plus organisées, de plus en plus matures. Et les coûts, les pertes liées à la fraude ont pris une ampleur telle qu'elles n'étaient plus acceptables. Et les crises sont aussi passées par là, bien sûr. Et donc les banques réagissent, encore une fois. Les banques déploient des systèmes analytiques spécifiques pour la détection de la fraude bancaire. À cette époque, ces systèmes sont tous des moteurs de règles. Non seulement des moteurs de règles, mais de surcroît, des plateformes qui ont souvent été développées pour l'AML, la lutte contre le blanchiment d'argent, et qui sont donc assez peu adaptées à vraiment s'intéresser efficacement à la fraude bancaire. NetGuardian, ça a été fondé à cette époque, et NetGuardian, on était bien évidemment à cette époque aussi un moteur de règles. De façon amusante, au début des années 2000, le monde académique publie déjà certains papiers sur comment des approches de machine learning ou d'intelligence artificielle pourraient s'avérer extrêmement efficaces à la recherche des cas de fraude bancaire. Mais aucune banque ne considère ces approches sérieusement. Les banquiers et leurs ingénieurs ne veulent pas considérer des approches dont l'interprétation des résultats est perçue comme étant obscure et floue, voire extrêmement compliquée. Quand par exemple un random forest ou un réseau de neurones, quelque chose qui est perçu comme une boîte noire, qualifie une transaction comme potentiellement frauduleuse. Et donc tout va bien dans le meilleur des mondes? Les banques sont protégées par les moteurs de règles, n'est-ce pas? Eh bien non, parce que quelque chose s'est produit ces 15 dernières années. Nous sommes tous ici aujourd'hui, je pense que vous voyez très bien de quoi je parle. Ce petit appareil qui est apparu dans nos vies et dont on commence seulement, je dirais, depuis quelques années à percevoir l'ampleur de la transformation qu'il impose à la société et aussi à la façon dont les organisations et les industries conduisent leur business. Ce petit appareil a changé énormément de choses pour les banques. Je vais y revenir. Je ne résiste pas à l'envie de vous en dire un petit peu plus sur ce petit appareil. Ce Cray 1 à gauche, qui a 40 ans, était, lorsqu'il est sorti, une petite révolution. Ce Cray 1 permettait de faire entrer un superordinateur dans une petite salle. Avant Cray, un ordinateur prenait une grande salle ou plusieurs petites salles, une pour l'unité de stockage, une pour l'alimentation, une pour l'unité de calcul et ainsi de suite. Et Cray ont vraiment apporté quelque chose en termes de miniaturisation de la puissance de calcul. Et donc si ce Cray 1 tenait dans une salle, cet iPhone 4 qui a 35 ans de moins, lui tient dans une poche. Et quand on sait que cet iPhone 4 est 10 000 fois plus puissant en termes de puissance de calcul pure que ce Cray 1, ça met en perspective ce petit appareil qu'on a dans la poche et qui a engendré le changement de société ou la troisième révolution industrielle, comme certaines personnes l'appellent, qu'est la digitalisation finalement. Et cette digitalisation se définit comme ça. Aujourd'hui, le smartphone, les tablettes, ont permis à tout un chacun d'être interconnecté sur différents types de médias, partout, tout le temps et pour tout type d'usage. Et la digitalisation oblige, et ça on le sait depuis pas mal d'années, les industries et les entreprises à transformer leur modèle d'affaires. Et l'impact pour les banques a été colossal. À l'époque où les gens allaient rencontrer un banquier à la banque, à l'époque où un banquier prenait le temps de s'assurer de l'identité de cette personne qui venait lui demander quelque chose au guichet, à l'époque où le banquier prenait le temps de s'assurer de la légitimité de la demande de cette personne qui voulait envoyer de l'argent quelque part, les fraudes étaient marginales bien sûr, mais avec l'avènement de l'ère Internet et l'avènement aujourd'hui de l'ère digitale, à une époque aujourd'hui où l'ensemble des services de la banque est fourni jusque sur un téléphone portable, jusque sur un smartphone. Non seulement l'ensemble des services de la banque, mais des services qui n'existaient même pas il y a 5 ou 6 ans. On a par exemple aujourd'hui une pléthore d'initiatives, par exemple de robots advisory, visant à fournir jusque sur un téléphone portable un niveau de personnalisation du conseil en investissement financier qui est au-delà de ce qui n'était jusque-là l'apanage exclusif que des banques privées et des clientèles banques privées.
Et quand on pense à la digitalisation et à la révolution de l'expérience cliente de l'environnement bancaire, on pense toujours effectivement à ces use cases très flagship sur smartphone. Mais cette même technologie qui a permis la révolution du tiers client a engendré les mêmes transformations au niveau du back-office de la banque. S'il y a encore 20 ans en arrière, pour envoyer quelques millions de francs en Allemagne, il y avait au minimum 2 êtres humains qui allaient avoir la chance, 2 personnes qui allaient avoir la possibilité de regarder cette transaction et de challenger sa légitimité, aujourd'hui on peut envoyer 100 millions à l'autre bout du monde sans qu'à aucun moment, aucun être humain ne soit impliqué dans l'exécution de cette transaction, dans aucune des banques impliquées. Les grandes banques vont même jusqu'à édicter les règles à respecter pour être bien sûr que les transactions passent en STP. Je trouve ça assez amusant. Et donc, quelles sont les conséquences? Les conséquences sont que la digitalisation du clear client et l'avènement de l'ère du temps réel et du hautement automatisé au niveau du back-office des banques a ouvert des trous béants dans la sécurité de la banque. Je vais vous donner 2 exemples. Le premier, le cas de la Banque centrale du Bangladesh. Je vais pas aller dans les détails, mais très sommairement. Le 6 février 2016, un groupe de cybercriminels composé aussi bien d'experts financiers que d'ingénieurs que de hackers, ont réussi à pénétrer le système d'information de la Banque centrale du Bangladesh. Ils ont soumis 35 transactions au réseau SWIFT, le réseau qui est utilisé pour les transferts de fonds interbancaires à l'échelle internationale. C'est le réseau qui exécute aujourd'hui 98% des ordres cross-border. Transaction qui avait pour but de siphonner le compte de la Banque centrale du Bangladesh auprès de la Réserve fédérale américaine. Ils n'ont pas eu de chance. Sur les 35 transactions qui ciblaient 953 millions de dollars, seulement 5 ont été exécutées avec succès. Ces 5 transactions ont envoyé 83 millions de dollars dans des banques aux Philippines où l'argent a été blanchi lors du Nouvel An chinois dans les casinos chinois. Une attaque brillamment exécutée, extrêmement bien préparée. On pense une équipe d'une vingtaine de personnes qui ont nécessité 18 mois de préparation pour mener à bien le casse. C'est le plus gros cybercrime de l'histoire de l'humanité, 83 millions de dollars, et c'est le deuxième plus gros casse bancaire de l'histoire de l'humanité. Dans les mois qui ont suivi le casse en février et avril 2016, que ce soit le directeur de la Fed américaine, le directeur de la Banque centrale du Bangladesh ou le ministre des Finances des Philippines se sont tous épandus largement dans les journaux, expliquant à quel point ils n'avaient aucun doute quant à leur capacité de trouver un jour les criminels, de rattraper les fonds volés et de mettre tout ce petit monde en prison. Aujourd'hui, on est 3 ans après, on n'a pas la plus petite trace d'où peut bien être les fonds, on n'a pas la moindre idée des identités physiques des personnes qui se cachent derrière le groupe de cybercriminels qui, lui, par contre, bien évidemment, est bien identifié et bien traqué. Pas la moindre idée, on ne récupérera jamais 1 franc de ces 83 millions de dollars. Je parle assez fréquemment de ce casse devant des parterres de banquiers. Et ce qui m'amuse toujours, c'est que quand je raconte cette histoire en détail, à des banquiers suisses, je vois souvent plein de sourires et plein de dans l'auditoire. Et je sais très bien ce que pensent les banquiers suisses. Oui, bien sûr, c'est une banque au Bangladesh, c'est quand même globalement un petit peu le tiers-monde. Ici, on est en Europe, mieux encore, ici, on est en Suisse. Très bien. Je vais vous donner un autre exemple alors. Le verre RETEF, c'est un verre qui est développé par un groupe de cybercriminels largement basé en Biélorussie et en Hongrie. C'est un groupe de cybercriminels qui cible exclusivement les plateformes e-banking des petites et moyennes banques suisses et autrichiennes. C'est leur secteur de marché, ils ciblent exclusivement les petites et moyennes banques suisses et autrichiennes. C'est un verre qui a un peu plus de 5 ans aujourd'hui. Et depuis 5 ans, les banques investissent énormément d'argent pour contrer ce verre, énormément de contre-mesures, travaillent avec des experts, de Kaspersky à des acteurs locaux comme GovCert, Mélanie ou Swisscom par exemple, pour contrer ce verre, le détecter et être plus efficace dans sa lutte. Ça fait 5 ans qu'on lutte contre ce verre. L'année passée, les statistiques disaient qu'encore tous les jours, il arrivait à rediriger entre 10 et 90 sessions e-banking. Et comme cette slide a quand même maintenant un petit peu quelques années, au début d'année, je me suis intéressé de savoir quelle était la situation aujourd'hui. Est-ce qu'on a enfin progressé dans notre lutte contre ce verre? Eh bien, pas du tout. Dans un rapport publié en novembre 2018, la conclusion du gouvernement était en fait, il n'y a vraiment pas grand-chose qui a changé aujourd'hui. Et aujourd'hui encore, ce verre arrive à voler de l'argent, à rediriger environ une 50aine de sessions e-banking chaque jour en Suisse, le pays des banques. Ceci pour mettre les choses en perspective. Et pourquoi finalement? Pourquoi est-ce qu'en 2017, on a affaire à un chiffre aussi faramineux lorsqu'on évoque la fraude de 4 000 milliards de dollars?
Parce que les banques croient toujours qu'elles peuvent protéger les activités de leurs clients avec des moteurs de règles. Mais la digitalisation est passée par là et aujourd'hui, les clients bancaires la digitalisation a transformé en profondeur les moyens et habitudes des clients de la banque. Aujourd'hui, dans une certaine mesure, chaque client a des interactions qui lui sont spécifiques avec sa banque, une façon d'utiliser ses comptes, sa plateforme mobile banking, son e-banking qui lui est spécifique. Dans une très importante mesure aujourd'hui, la situation de chaque client est différente de la situation de tous les autres clients de la banque. Comment voulez-vous protéger ce type d'activité avec des règles ? Il faudrait pouvoir déployer des centaines de milliers de règles sur le système d'information, ce qui est bien évidemment impossible. Seulement les règles les plus générales peuvent être déployées. Et en outre, pour être sûr de trouver les cas, ces règles doivent être mises avec des limites tellement hautes qu'énormément de cas passent au travers des mailles du filet. C'est impossible. Et c'est pourtant ce que s'acharne à faire chaque banque. Comprendre le comportement des fraudeurs, identifier un type d'attaque et mettre en production une règle qui recherche cette activité de façon spécifique. Les banques s'acharnent à comprendre un acteur qui leur est inconnu, le fraudeur. Et notre idée chez NetGuardians, en 2015, a été de prendre le problème à l'envers. Plutôt que de nous évertuer à comprendre un acteur qui nous est bien évidemment inconnu, puisque le fraudeur est très rarement quelqu'un de la banque, c'est quelqu'un qui attaque le système de la banque. Nous, on s'est dit, pourquoi est-ce qu'on ne chercherait pas plutôt à comprendre les acteurs qu'on connaît ? Pourquoi est-ce qu'on ne chercherait pas à modéliser quelles sont les habitudes des clients et des employés de la banque, les individus qui lui sont connus, qui lui sont bien connus ? Et notre approche a été de chercher à comprendre quelles sont les habitudes des acteurs connus de la banque et puis détecter les anomalies, toutes les activités qui sortent de ces habitudes. Et vous savez quoi ? Le grand secret de notre approche, c'est que toutes les fraudes, toutes sans aucune exception, font toujours partie de cet ensemble d'anomalies. Toujours. En 2016, notre première idée était d'utiliser des technologies Big Data pour analyser une profondeur d'historique extrêmement importante des transactions de la banque, pour construire un modèle, un profil, nous permettant de capturer quelles sont les habitudes des clients ou des utilisateurs ou des employés de la banque. Puis, lorsqu'une transaction individuelle est soumise au système, on est capable de comparer cette transaction par rapport à ce que le client ou ce que l'employé fait habituellement. Et la machine est capable de calculer un score de risque. Plus la transaction diverge des habitudes de l'employé, plus le score de risque, la transaction sera élevé. Et si le score de risque calculé par la machine est suffisamment haut, la machine va décider de bloquer cette transaction et de l'enregistrer pour une investigation additionnelle des employés de la banque, des personnes responsables de ce genre de contrôle chez la banque. On a commencé à déployer ce système en production chez nos clients en 2016 et on a eu énormément de succès. Ça marchait extrêmement bien. Avec un problème cependant. Je vais vous donner un exemple. Imaginons que je m'achète demain une nouvelle voiture, une Audi RS4. Moi, ça me fait encore rêver. Une Audi RS4, c'est une transaction de 100 000 francs qui quitte mon compte pour un bénéficiaire qui est Amag Audi Switzerland, complètement à l'extérieur de mon profil. Je n'ai jamais dépensé autant d'argent en une seule fois, je n'ai jamais travaillé avec cette contrepartie. Amag Audi Switzerland, c'est complètement à l'extérieur de mon profil. Évidemment, dans une telle situation, que la machine va bloquer cette transaction. Or, c'est une transaction légitime, je veux m'acheter une voiture. Il nous a donc fallu trouver une solution par rapport à ce problème. Et donc, notre idée en 2017 était d'utiliser les mêmes technologies Big Data pour analyser une profondeur d'historique de transactions, une profondeur de données extrêmement importante de la banque. Cette fois-ci, non plus pour construire un profil individuel, cette fois-ci pour déterminer quels sont les acteurs qui ont des comportements proches les uns des autres. Cette fois-ci pour construire des groupes de pairs, regrouper au sein de clusters, au sein de groupes, les clients qui ont le même type d'habitudes, les mêmes habitudes comportementales en termes de dépenses, en termes de paiement finalement, puisque c'est ce qui nous intéresse. Et quand une transaction est soumise au système, on ne la compare plus seulement alors au profil de l'individu, mais on la compare aussi au profil du groupe de pairs. Et si vous y pensez, ça marche extrêmement bien cette approche. Si on reprend l'exemple de l'Audi, bien sûr que si on compare cette transaction, 100 000 francs pour Audi Amag Switzerland, c'est complètement à l'extérieur de mon profil. Mais si on compare cette transaction aux 1000 clients de la banque qui sont le plus proches de moi en termes de comportement, on va se rendre compte que des gens achètent des Audi tous les jours en Suisse, littéralement tous les jours. Surtout en Suisse. Et je me demande bien comment ils font. L'année suivante, on a eu une autre idée.
Je crois que c'était en fin d'année 2017. On s'est dit, tout ça c'est bien joli, mais on travaille essentiellement finalement au niveau des transactions financières. Or, on a beaucoup plus de données dans le système d'information de la banque qui nous permettent de qualifier les actions des utilisateurs. Et donc notre idée a été d'exploiter le contexte autour de la saisie d'une transaction financière sur le système. Je vais vous donner un exemple avec les applications e-banking. Prenons le cas d'un utilisateur, prenons mon cas, la façon dont j'utilise moi mon e-banking, c'est toutes les fins de mois exactement la même chose. Je me connecte au système, vous savez, avec la petite calculatrice que m'a donnée UBS, je n'utilise toujours pas mon téléphone portable. Je regarde ensuite le solde de mon compte, je pleure pendant plusieurs longues minutes. Je vais ensuite saisir un paiement, le valider, un deuxième, le valider, un troisième, le valider, et ainsi de suite, jusqu'à avoir soumis l'ensemble de mes paiements au système. Étant informaticien, je n'ai pas confiance en la machine, je vais donc aller vérifier les ordres en suspens, être bien sûr que tout a été saisi, et si tout va bien, je vais me déconnecter de ma plateforme e-banking. Imaginons à présent qu'un ver ait hijacké ma session e-banking et l'opère à ma place. Le ver va avoir un comportement très différent. Le ver va très certainement aller du login directement à la saisie du paiement, puis à sa validation, puis se déconnecter du système. Je m'intéresse ici uniquement aux différences en termes de transition entre les écrans de la plateforme e-banking. Mais on peut s'intéresser aussi, par exemple, au temps de réflexion. Ça va me prendre du temps à moi de saisir ces fameux numéros de référence, vous savez, qui font 18 caractères ou je ne sais plus combien, qu'on doit mettre sur chacun de nos paiements. Le ver qui va faire du copier-coller depuis la mémoire va les faire extrêmement rapidement. On peut encore s'intéresser à la vitesse à laquelle on tape sur le clavier, par exemple, pour construire un modèle probabilistique qui nous permet de qualifier la légitimité d'une action ou le potentiel risque d'une action en considérant toutes les informations de contexte qui ont mené à cette action. On est capable de qualifier la légitimité ou le risque d'une transaction en s'intéressant à toutes les interactions de l'utilisateur ou du client avec la plateforme, avec le système d'information qui ont mené à la saisie de cette transaction sur le système. Les applications sont bien sûr le monitoring des activités e-banking, mais aussi monitoring des activités des tiers gérants, tout ce qui va être API banking, open banking, PSD2, ainsi de suite. Et c'est quelque chose qui marche extrêmement bien. En 2018, on s'est rendu compte que tout ce qu'on fait, finalement, sont de l'apprentissage non supervisé. On utilise des chaînes de Markov, on utilise du clustering, de l'analyse statistique pour déterminer des anomalies. Et on s'est posé la question, est-ce qu'on ne peut pas imaginer qu'une de ces nouvelles approches très à la mode, Neural Network, Random Forest, Neural Network n'est pas une nouvelle approche, puisse avoir des résultats intéressants pour la qualification des fraudes bancaires. Et on s'est rendu compte que non. Chercher, par exemple, avec un neural network, à résoudre la problématique de fraude, non-fraude, avec une approche par classification, ne marchait pas très bien. Par contre, en faisant ces essais, on s'est rendu compte que appliquer du supervisé, non pas à la population source, mais à l'ensemble d'anomalies détectées par la première phase d'analyse dans le but de réduire autant que possible les fausses alertes, les falses positifs, avait un succès qui était largement au-delà de ce qu'on avait escompté. C'est quelque chose qu'on a essayé un petit peu par hasard et qui s'est avéré marcher extrêmement bien. C'est ce qu'on a commencé à faire en 2018, à assembler 2 étapes d'analyse, une première phase fondamentalement non supervisée et une deuxième phase d'épurage ou d'écrémage, si vous voulez, fondamentalement supervisée. Aujourd'hui, en 2019, je dirais, alors je ne vais pas rentrer dans les détails de ce qu'on fait aujourd'hui, ça commence à être assez compliqué, mais c'est la combinaison d'une vingtaine d'algorithmes différents qui travaillent ensemble, toujours dans ces 2 phases, fondamentalement non supervisées, fondamentalement supervisées, qui nous permettent d'être extrêmement efficaces à la qualification des fraudes bancaires. Les résultats, on commence à avoir un petit peu de recul aujourd'hui. On a énormément de clients chez lesquels on a pu déployer ce système. Et les métriques moyennes sont les suivantes. En remplaçant des moteurs de règles par du machine learning, de l'intelligence artificielle, on a été capable de réduire la quantité d'alertes générées quasiment d'un facteur 5, de réduire de 83% les faux positifs générés par les systèmes. On a été capable de réduire de 90% le temps nécessaire à l'investigation d'un cas. Et là, il faut que je m'explique. Parce que j'avais commencé par dire qu'au début des années 2000, les banques avaient majoritairement refusé et rejeté l'intelligence artificielle à cause de l'effet black box. Les premières approches qu'on a mises en place en 2015 étaient basées sur du profiling, construire des modèles statistiques à quelque part qui capturaient qu'est-ce qui était habituel ou qu'est-ce qui ne l'était pas pour un client. Et même si aujourd'hui ce qu'on fait n'a plus rien à voir avec nos débuts, ou disons plus grand-chose à voir avec nos débuts,
on a toujours continué à maintenir ces modèles statistiques. Et on les utilise aujourd'hui pour présenter une vue 360 degrés des activités d'un client, des activités d'un utilisateur. Ce qui, indépendamment des algorithmes utilisés pour l'analyse, permet de présenter à nos clients, aux gens qui investiguent les fraudes, qui investiguent les hits que nous relevons, la situation, une vue globale en une picture de la situation de qu'est-ce qui est habituel pour ce client ou qui ne l'est pas. Et cette fonctionnalité-là de notre plateforme a été clé pour permettre aux banquiers de comprendre les décisions de la machine et pour leur permettre de faire très efficacement leurs investigations sur les cas de fraude relevés par la plateforme NetGuardians. 118% de taux de détection, ça c'est un cas intéressant qui vient des fois où on fait du backtesting. Et c'est souvent les banques nous demandent avant de choisir notre plateforme, très bien, vous nous dites que ça marche, votre approche, nous on ne vous croit pas sur parole. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous donner 5 ans de nos données, vous allez tourner vos algorithmes sur 5 ans d'historique de nos données et on va voir ce que vous trouvez. Et donc on est au-dessus de 100% parce qu'en général on trouve toutes les fraudes, y compris celles qu'ils ne savaient pas souvent, d'où le 18%. Le titre de ma présentation s'appelle « IA et Startup, une expérience vaudoise ». Et en la préparant, j'ai cherché à essayer de capturer finalement, nous, NetGuardians, on s'est lancé dans cette aventure il y a 5 ans, je dirais aujourd'hui, quels sont les gènes, quels sont les aspects clés de notre approche qui nous ont permis de réaliser ce que nous avons aujourd'hui. Je suis arrivé aux 6 éléments suivants. Le premier, c'est on est une startup, on n'a pas de legacy. On n'est pas une grosse boîte qui avons un système analytique de plus d'1 million de lignes de code, de plus de 15 ans de développement, déployé dans une base clientèle installée de 300 ou 600 clients qu'il faut maintenir. Et quand on part from scratch, quand on part avec aucun client et juste une idée, on a l'occasion de partir tout juste. On a l'occasion de partir avec les technologies d'aujourd'hui, les méthodologies de développement d'aujourd'hui, les approches d'aujourd'hui, sans devoir d'abord se payer des projets de migration à plusieurs millions pour adapter les plateformes ou les logiciels utilisés sur la base clientèle établie. Et en fait, on n'a pas d'argent, souvent, quand on a une start-up, on a juste une bonne idée, mais on a aussi cet incroyable bénéfice de pouvoir partir tout juste. L'intelligence artificielle, c'est énormément de R&D. Pour faire ce qu'on a fait aujourd'hui, c'est 5 ans de développement avec nos équipes en interne, nos ingénieurs, nos data scientists, mais aussi des partenariats forts avec le monde académique, je vais y revenir. Finalement, pour avancer aujourd'hui sur des projets comme ça, déployer de l'intelligence artificielle où on vient remplacer des solutions existantes, où on vient remplacer parfois les solutions de compétiteurs dans les banques, il faut être extrêmement rapide. La vitesse est clé. Pour nous, l'aspect le plus important est entre le moment où on a une idée, un nouveau type d'analyse, une nouvelle façon de tacler un problème, jusqu'au moment où on est capable de l'opérer en production de façon industrialisée, stable et temps réel chez nos clients, on veut qu'il ne s'écoule que quelques mois. Et donc on a construit bien évidemment le développement du produit, avec cette agilité by the book à tous les étages des activités de développement, mais on a dû aller jusqu'à scaler l'agilité à l'échelle de toute l'entreprise. Aujourd'hui, chez NetGuardians, toutes les activités autour du développement du produit, du delivery jusqu'au product management sont organisées de façon extrêmement agile. Et aujourd'hui, on est extrêmement bon sur le lead time. Entre le moment où on a une idée, où on essaye quelque chose, en passant par la recherche, le prototypage, la qualification, le backtesting, finalement la validation, l'implémentation, l'industrialisation et l'opération en production, on arrive à faire ça en quelques mois. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important dans notre métier. La collaboration est clé. En travaillant avec des technologies big data, avec des approches analytiques qui sont éminemment compliquées, d'une part, pour une petite boîte comme nous munir de toutes les compétences en interne, ça aurait été compliqué. Et si on n'avait pas un partenariat fort avec l'école d'ingénieurs, qui nous prête des ressources, mais qui nous prête aussi du conseil, qui nous conseille énormément, ça aurait été compliqué de le réaliser. L'école d'ingénieurs, bien sûr, mais on a aussi accès à des gens, les PFL. Et je pense que cette proximité avec le monde académique en Suisse romande d'une manière générale était vraiment clé pour nous permettre d'y arriver. Proximité aussi avec le métier bancaire. On a la chance en Suisse d'avoir un métier bancaire bien établi, extrêmement mature, extrêmement réaliste et aussi extrêmement accessible parce qu'on a beaucoup de petites banques et pouvoir travailler main dans la main avec ces premiers clients qui ont été d'accord de travailler avec nous et à quelque part nous donner une chance, c'est ce qui nous a permis de réaliser où on en est aujourd'hui.
Je reviens sur les technologies parce que je ne peux pas souligner à quel point c'est important. Moi, j'ai énormément d'admiration pour les gens qui faisaient du machine learning et de l'intelligence artificielle il y a 20 ans. Bien sûr, on parlait déjà de systèmes experts, hein, on avait déjà des algorithmes il y a 20 ans. C'était quand même beaucoup plus compliqué qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, avec l'écosystème NoSQL ou les technologies Big Data, avec les incroyables progrès ces 10 dernières années en data science et en machine learning, c'est quand même beaucoup plus facile qu'il y a 20 ans en arrière. Et finalement, je dirais, déployer du big data ou du machine learning tout en se limitant à faire ce qu'on faisait avant, mais un peu mieux, ou faire ce qu'on faisait avant, mais un peu moins cher, c'est quelque chose d'extrêmement dommage. Ces technologies ont le potentiel de sortir du domaine du possible en termes de use case. Ces technologies ont le potentiel de permettre à la banque de faire des choses qu'elle s'était toujours refusé de faire jusque-là. Par exemple, effectivement, et pourquoi est-ce qu'on n'analyserait pas 10 ans de transactions pour construire des modèles statistiques dynamiquement qui permettent de comprendre ce que font les clients ? Avec nos use cases à nous, hein, la prévention de la fraude, mais des use cases aussi dans le marketing ou le conseil financier qui sont évidents. Et c'est quelque chose qui peut paraître compliqué quand on travaille avec des banquiers, nous, pour imaginer des use cases, les encourager à sortir de leur zone de confort, de sortir des use cases et des choses qu'ils font habituellement avec l'outil informatique, c'est quelque chose d'important mais compliqué. Je dirais, voilà les 6 éléments clés qui résument le mieux ce que sont nos gènes aujourd'hui avec ces technologies et nos approches en termes d'intelligence artificielle chez NetGuardians. J'ai encore un petit peu de temps, donc j'en profite, je ne vais pas me couper le plaisir de conclure là-dessus. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle génère énormément de fantasmes de l'imagination du public et je pense que des noms d'approches comme réseau de neurones, par exemple, hein, qui font imaginer une espèce d'intelligence supérieure, ils sont pour quelque chose. Si on avait donné à ces approches comme réseau de neurones le nom qu'elles auraient dû avoir, c'est-à-dire peut-être matrice convolutionnaire de calcul largement itératif, probablement que ça générerait beaucoup moins de fantasmes. D'autres approches tout aussi puissantes, hein, comme gradient boosté ou forêt aléatoire, ne génèrent pas ces mêmes fantasmes auprès du public. Et je crois qu'il est important de bien réaliser que si on appelle aujourd'hui intelligence artificielle forte une intelligence capable de contextualité, une intelligence capable de faire preuve de sensibilité ou éventuellement, pourquoi pas, même d'émotion, on n'a pas la plus petite trace d'être un jour en mesure de concevoir une telle intelligence. On n'a pas la plus petite preuve. Par contre, si dans le monde de l'intelligence artificielle faible, ces intelligences capables de donner une réponse à un problème, capables de résoudre un problème analytique, capables d'optimiser une fonction mathématique, aujourd'hui les progrès sont extrêmement impressionnants et je pense qu'on commence juste à apercevoir le potentiel de ces technologies. Notre expérience chez NetGuardian est la suivante. Ces technologies donnent des résultats extrêmement intéressants quand l'intelligence artificielle ne supplante pas le processus de réflexion humain, mais quand elle l'accompagne. Le meilleur exemple que je peux vous donner, c'est les parties d'échecs libres, hein, ces parties freestyle sur Internet, où pendant très longtemps, les grands champions d'échecs avaient tendance à tout gagner, puis est venue l'intelligence artificielle qui a eu tendance un petit peu à tout gagner. Aujourd'hui, depuis quelques années, les gens qui ont le plus souvent tendance à gagner sur ces parties d'échecs online sont ce qu'on appelle les centaures, des bons joueurs, mais qui ne sont cependant pas des pros de l'échec, qui sont augmentés d'algorithmes d'intelligence artificielle qui les accompagnent dans leurs décisions de jeu. Et ces gens-là sont depuis quelques années imbattables dans les parties online. Et lorsque l'intelligence artificielle ne remplace pas le processus de décision et de réflexion humain, mais qu'elle l'augmente, qu'elle décuple ses possibilités, on appelle ça l'intelligence augmentée. Et l'intelligence augmentée, c'est ce que nous faisons chez NetGuardians, en fournissant aux banquiers le moyen d'être beaucoup plus efficaces à la détection et la prévention des cas de fraude bancaire. Je vous remercie de m'avoir écouté, ça conclut ma présentation.